là. Comme vous voyez, il y a une certaine complémentarité entre ces quatre services. Personnellement, je travaille dans un service de rééducation pédiatrique. Christophe Roussel en neuropédiatrie, Isabelle Soares, pédopsychiatre, pour les explorations auditives, Olivier Revold est également pédopsychiatre. Alors, à quoi sert le centre de référence? À quoi servent les centres de référence? Parce qu'on pourrait parler de façon générale, on passe des centres de référence qui ont été créés suite au plan interministériel de mars 2009, comme vous le savez, le rapport Ringard-Weber. Si quelqu'un, ça vous dit quelque chose, ces deux noms? Non. Alors, juste très vite, Ringard et Weber sont deux personnes de l'Éducation nationale et de la santé qui, à la demande des parents qui font pression sur le ministère, les ministères vont faire un tour de France sur qu'en est-il de l'enfant dysphasique et l'enfant dyslexique en France. Qu'est-ce que c'est que ces enfants en 2000? Qui sont-ils? Où est-ce qu'on les diagnostique? Mais quels soins leur proposons? Où est-ce qu'ils sont scolarisés? Suite à ce rapport qui est rendu en juillet 2000, l'État met ensemble les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale pour ce plan. Et dans ce plan, il y a des actions prioritaires, dont la création des centres de référence. Les centres de référence sont donc au sein des CHU. Ce sont déjà des équipes qui ont montré elles avaient déjà une formation par rapport à l'enfant, bien sûr, et à la question de leur développement cognitif, on pourrait dire, ou intellectuel. Alors, les uns sont pédopsychiatres, les autres sont rééducateurs pédiatriques, les autres sont neurologues adultes. Certains centres de référence vont se créer sur la neurologie adulte, les autres sont pédiatres, etc. En tout cas, leurs missions sont celles-ci. Les missions sont très larges, et comme vous le savez, en 10 ans, on a fait, alors je parle pour la paroisse, on a fait comme on a pu. Les missions essentielles, c'était la clinique. C'est-à-dire comme la mission hospitalière, l'hôpital est là pour recevoir des gens. Et donc la clinique, c'est comme le mot le dit, c'est s'asseoir au chevet du patient et l'examiner. Mais il y a aussi d'autres missions qui sont celles de former, parce qu'à l'époque, en 2001, il n'y a pas encore vraiment de... je peux vous dire, j'ai été formée il y a longtemps en médecine, mais toujours actuellement, dans le cursus médical, il y a très peu d'heures consacrées à ces enfants. Donc il fallait former, dans le cadre de ce qu'on appelle les formations continues, des médecins. Pourquoi? Parce que sinon, les équipes hospitalières qui sont composées souvent de petites équipes, comment est-ce qu'elles vont faire face à un problème de santé publique énorme et qui concerne une part très importante de la population, l'enfant en difficulté scolaire. À partir du moment où on crée des centres de référence, ça veut dire que n'importe quelle famille, n'importe quel professionnel peut s'inquiéter. Mon enfant ne parle pas, mon enfant n'apprend pas à lire, mon enfant ne sait pas compter, mon enfant est malhabile manuellement. Je veux rencontrer des professionnels qui vont me dire ce qu'il a. Donc, il faut former ces gens. Et en 10 ans, nous avons largement participé à cette formation, donc nous ne sommes pas les seuls. On a fait de l'enseignement aussi, de la recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, finalement, et toujours 10 ans après, même si on en sait un peu plus, ces pathologies du développement cognitif posent vraiment des questions qu'on appelle les mécanismes de physiopathologie. Quelle est la cause d'un enfant dysphasique? Nous savons écarter ce qui n'est pas un enfant dysphasique, par exemple un enfant qui entend mal, un enfant qui a une déficience intellectuelle, mais souvent les pathologies s'associent. La cause réelle de la pathologie de type 10, eh bien, il faut reconnaître que nous continuons à faire des progrès, mais nous ne savons pas toujours, et les parents nous demandent pourquoi mon enfant est dysphasique. Eh bien, parfois, nous ne savons pas quelle est la cause réelle de cette pathologie. Alors, c'est pas parce que, comme vous le savez souvent en médecine, c'est pas parce qu'on ne trouve pas la cause que l'on ne peut pas soigner. On est bien d'accord, parce que finalement, on sait examiner un enfant dysphasique. L'orthophoniste, qui n'est pas représenté ici, sait examiner un enfant, faire le bilan du langage d'un enfant. La psychomotricienne, l'ergothérapeute, etc., les neuropsychologues savent faire. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire un profil sémiologique de l'enfant. Et c'est à partir de ce profil sémiologique que nous allons construire le projet thérapeutique de cet enfant. Et souvent, pluridisciplinaire. Mais donc, vous voyez, on peut très bien établir une liste de symptômes, mais pour autant, nous ne connaissons pas exactement la cause. Donc, les centres de référence hospitaliers
ont cette mission de continuer à rechercher. Alors c'est vrai que ça tombe bien, nous sommes dans un siècle qui s'intéresse beaucoup aux neurosciences, et c'est vrai que, moi je ne vous cache pas que dans notre service, nous avons quand même pris l'orientation neurologique de ces patients. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ces enfants ont une organisation cérébrale particulière. Vous savez qu'il y a à peu près 10 ans, un certain nombre d'auteurs ont parlé de développement atypique du cerveau chez ces enfants, ce qu'on appelle le DAC, développement atypique du cerveau. Ça veut dire que derrière ces enfants dysphasiques, dyspraxiques, nous avons l'hypothèse qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas forcément des lésions cérébrales, mais ils ont une maturation du cerveau qui serait différente de celle de l'enfant ordinaire. Mais ça, c'est encore quelque chose que nous cernons assez mal, même s'il y a de plus en plus de travaux dans ce domaine. Enfin, la dernière action de ces centres, et qui prend de plus en plus d'importance, parce qu'il nous a semblé important de guider les familles. Tout à l'heure, on a dit dans l'atelier, mais il y a plus d'1 an pour arriver chez vous, parfois 2 ans. Alors, c'est vrai, mais cela n'empêche pas le centre de référence de guider les familles. C'est-à-dire qu'une famille puisse téléphoner, trouver quelqu'un qui dit quelque chose. C'est-à-dire qui analyse avec la famille professionnelle la demande. Qu'avez-vous fait pour votre enfant? On en reparlera. Donc, c'est ce qu'on appelle l'activité de type ressources. Et c'est vrai que beaucoup de services hospitaliers s'orientent vers ça, alors que ce n'était pas l'activité principale de l'hôpital. L'hôpital était de voir les gens en activité directe. Mais il y a tellement d'afflux que nous sommes obligés de faire de l'activité indirecte. Et ça, il faut aussi que vous sachiez dans quelle situation nous sommes au bout de 10 ans. Nous aurions aimé être des multitudes à recevoir ces enfants. Pour vous dire, je suis le seul médecin plein temps dans ce service pour l'activité 10, et un autre médecin vient que le lundi. Si je vous disais le nombre de dossiers que nous recevons, donc on voit bien qu'on ne va pas résoudre le problème. Il faut bien qu'on puisse faire appel à notre savoir et que nous puissions guider les familles pour aller dehors. C'est-à-dire qu'il faut que nous mettions à contribution les compétences des gens qui sont dehors. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir traiter les enfants 10, bien entendu. On va passer, mais ça je vous l'ai dit, simplement pour retenir dans cette diapo la notion de pluridisciplinarité à laquelle nous sommes très attachés. Parce que même si je vous ai dit que notre orientation, moi je suis neurologue de formation, donc forcément, j'ai donné une orientation neurologique, mais nous ne sommes pas du tout étrangers aux autres approches. Les autres approches, c'est la question des troubles psycho-affectifs de ces enfants, la question des incidences sociologiques de ces pathologies de type 10. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient pour le langage, même si moi je suis neurologue, je vais pouvoir passer la main à d'autres professionnels qui ne sont pas dans le courant de la neurologie, de la neuropsychologie. Et les centres de référence, à mon avis, sont en garant de cette ouverture du diagnostic. On l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas plus dangereux que d'enfermer une famille et un enfant dans un diagnostic. Il faut rester toujours ouvert. Alors parfois les familles disent, alors vous me dites quoi? Vous ne savez pas alors ce qu'il a? Eh bien oui, nous ne savons pas ce qu'il a aujourd'hui, mais cela n'empêche pas d'accompagner une famille et de l'aider à mettre en place un soin. Ça arrive souvent en médecine, qu'on ne sache pas exactement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sache pas exactement cela, mais on est quand même là pour accompagner la famille. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, je vous l'ai dit, c'est la mise en relation avec les autres professionnels. En 2001, en fait, l'État pensait qu'en 2001, quand on a créé les centres de référence, il y avait déjà tous les professionnels de santé, je ne sais pas si l'État le pensait, mais les professionnels de santé compétents pour l'élaboration du diagnostic. En fait, ces professionnels, ils n'étaient pas là. Les médecins n'étaient pas formés. Les médecins scolaires étaient là, bien sûr. Et les médecins scolaires aussi ont dû se former. Et comme vous savez, les médecins scolaires sont débordés. Donc en fait, les centres de référence ont eu énormément de mal à se mettre en relation, comme c'était dit dans le plan, en lien avec les réseaux de professionnels. On vous parlera tout à l'heure du réseau qui existe depuis 2008. Ça veut bien dire que cette complémentarité, elle n'existait pas en 2001. Aujourd'hui, on commence à vraiment à mettre en place un dispositif multi-institutionnel qui est intéressant, surtout dans notre département. Mais en 2001, ce n'était pas vrai.
On va passer. Voilà, ça c'est les... Je vous ai rapidement mis le profil des demandes adressées au centre de référence. En fait, c'est une question que je pose. Est-ce que doivent arriver au centre de référence uniquement les enfants qui ont les formes les plus sévères? Et qu'est-ce que c'est une forme sévère de trouble d'apprentissage? Est-ce que c'est un trouble du langage extrêmement sévère, un enfant qui ne parle pratiquement pas, ou est-ce que c'est un enfant qui a un trouble du langage, d'autres troubles associés, et puis parfois une famille qui a des difficultés à suivre, hein? On sait que peut-être que certaines familles ont du mal à aider leurs enfants à aller jusqu'au diagnostic. Donc on voit bien que cette notion, elle est un peu théorique. Hein, et que, encore une fois, moi je pense que le centre de référence doit rester encore le garant de cette ouverture du diagnostic, hein, alors même s'il n'a pas les moyens en effectif de répondre à toutes les demandes, encore une fois, à chaque fois qu'on vient dans des réunions comme ça, les familles disent « mais on attend 1 an, 2 ans, c'est insupportable, vous ne nous répondez pas ». Effectivement, hein, nous n'avons pas les moyens de répondre dans 1 mois, dans 2 mois, ni même dans 3 mois à vos demandes, mais cela ne nous empêche pas de rester garant de la mise à disposition de l'ensemble des professionnels qui peuvent répondre à votre demande. Il faut aussi que les familles pensent que, encore j'insiste, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir traiter la question de l'enfant 10. Vous devez ouvrir aussi, vous, votre champ d'investigation des professionnels. Il y a beaucoup de compétences en dehors des centres de référence. Voilà, donc ça c'est pour vous rappeler tous les professionnels autour du centre de référence. Hein. Le centre de référence, c'est le sanitaire, il y a le secteur médico-social, il y a le secteur libéral, il y a les réseaux libéraux. Pour vous donner l'exemple, dans le département de l'Ain, d'un service Delta 01. Delta signifie dispositif d'expertise et de liaison pour les troubles d'apprentissage. En 2007, s'est ouvert dans le département de l'Ain un CESAD uniquement pour les troubles d'apprentissage. Comme vous le savez, pour entrer dans le secteur médico-social, il faut passer par la MDPH. C'est aussi beaucoup d'attentes. Hein, comme vous le savez, peut-être, établir un dossier MDPH, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Hein, il faut constituer un dossier, etc. Donc voilà, je dirais toutes les réponses hein, que tous les partenaires de ce centre de référence et vous, famille, vous devez y penser. Il y a aussi les CMPP. Hein. Je ne vous cache pas, de mon point de vue, je ne sais pas s'il y a des responsables CMPP dans cette salle, mais certains CMPP ont pris une orientation plus psychanalytique hein, que neurologique. Hein, que parfois, la réponse dans certains CMPP est quand même très orientée, on va dire, psycho-affective, et que certaines familles peuvent ne pas s'y retrouver. Hein, d'où, encore une fois, la nécessité d'ouvrir hein, ce partenariat. Mais moi, je comprends que pour les familles, c'est pas facile d'articuler tous ces acteurs. Je passe. Mission de formation. Les missions de formation du centre de référence, eh bien oui, nous avons créé 2 diplômes d'université dans la région, qui sont nationaux. Tous les professionnels de santé peuvent s'inscrire à ce diplôme d'université, et les professionnels de l'éducation nationale et éducateurs spécialisés au DUNEF. Alors à mon avis, c'est vraiment très enrichissant, parce que ça veut dire qu'on est en train de constituer un socle commun. Tout à l'heure, dans l'atelier précédent, on disait que les enseignants parfois montraient de la résistance. Eh bien, il faut que les enseignants sachent qu'ils peuvent se former dans les diplômes d'université. Hein. C'est 1 an de formation, 100 heures de cours, acquisition de connaissances dans ce domaine et atelier pédagogique pour mettre en place la pratique. Je passe. L'enseignement, je vous ai dit. Enfin, la recherche. On passe. Voilà, la recherche, simplement pour vous dire que nous nous sommes fédérés autour de la recherche à plusieurs services hospitaliers, à la fois au CHU de Lyon, mais aussi dans le centre hospitalier du Vignatier, qui est psychiatrique, et Saint-Jean-de-Dieu, qui est un autre service hospitalier psychiatrique. Alors pourquoi une synergie entre la clinique et la recherche de tous ces services?
Parce que les pathologies de type 10 nous disent quelque chose par rapport au développement cognitif de l'enfant. Mais d'autres pathologies aussi nous disent quelque chose sur le développement cognitif. Et à mon avis, les aspects comparatifs vous permettront de progresser dans le domaine de la recherche. Voilà, je m'arrête. Je vais passer la parole à Corinne. Voilà, bonjour, je suis Corinne Dardy. Je suis enseignante spécialisée. Actuellement, je travaille comme conseillère pédagogique pour l'ASH, donc l'adaptation et la scolarisation des élèves handicapés. Les champs de compétences qui me sont confiés dans ce cadre sont les troubles d'apprentissage et la surdité. Donc j'ai été enseignante d'enfants sourds, d'enfants atteints de TSA, et avant ça, j'ai enseigné à l'hôpital en centre de référence. Donc c'est un poste très particulier dont je vais vous parler là maintenant. Madame Gondel, vous évoquiez les 4 pôles. Sur ces 4 pôles, dans le Rhône, 3 d'entre eux sont dotés d'une enseignante ou d'un enseignant spécialisé. Donc c'est un enseignant qui n'enseigne pas aux enfants en direct, il ne fait pas la classe. Il reçoit les familles, les enfants, pour s'informer sur la scolarisation d'élèves. Un élève qui arrive au centre de référence, on peut lui proposer d'abord comprendre un petit peu sa scolarisation, apprécier ses difficultés, ses capacités aussi, ça c'est très important. Parce que souvent, ces élèves et leurs familles vivent l'école comme l'endroit où ils sont le moins. Ils n'arrivent pas à faire ci, ils n'arrivent pas à faire là, ils sont en difficulté pour ceci. Et ce bilan, il a aussi pour but de dire, mais là, on peut l'aider comme ça. Là, il arrive plutôt bien quand on fait comme ci. Donc ça change aussi un peu le regard. Pour l'instant, c'est un avis donc scolaire. C'est-à-dire une maman qui me dit, mais vous comparez à la norme, et il n'est pas dans la norme. Puis oui, parce que j'ai aussi une fonction d'information, de conseil, d'aide à l'orientation. Et c'est comme un bilan étalonné en orthophonie ou en ergothérapie. Il faut bien que je situe l'enfant à un moment donné dans un continuum pour pouvoir lui proposer des choses adaptées. Après, le travail de lien se fait en téléphonant à l'enseignant qui a l'élève dans sa classe pour l'informer, pour lui expliquer ce trouble, qu'est-ce que c'est, comment on peut aider cet enfant, comment on peut lui proposer des aménagements pédagogiques et lesquels. Donc, un de mes rôles, c'était de proposer pour chaque élève que je voyais, à l'issue du bilan scolaire, des aménagements pédagogiques personnalisés. Donc ce qu'il faut que je vous dise, c'est que bien entendu, il n'y a pas besoin, et comme tous les enfants passent en centre de référence, il ne faut pas attendre que l'enfant arrive en centre de référence pour proposer des aménagements. Les orthophonistes, les ergothérapeutes, tous les partenaires peuvent travailler en partenariat avec l'enseignant. L'enseignant de lui-même peut proposer des aménagements pédagogiques. Ce n'est pas évidemment quelque chose qui est du domaine réservé de l'enseignant en centre de référence. Une dernière précision, être enseignant spécialisé en centre de référence, ce n'est pas être un enseignant référent. Ça n'a rien à voir. Je m'adressais à tous les enfants que les médecins ou les familles souhaitaient que je rencontre, qu'ils soient ou pas en situation de handicap. Et enfin, je vous rappellerai qu'un aménagement pédagogique est de droit pour tout élève en difficulté. Il n'y a pas besoin d'un dossier MDPH, d'une reconnaissance de situation de handicap pour que l'enfant bénéficie d'une adaptation pédagogique ou d'aménagement pédagogique. Et enfin, les missions de ces enseignants un peu particuliers, il y en a à peu près 15 en France pour vous donner une idée, c'est d'actualiser les connaissances, les siennes et celles des autres, et de développer ses compétences pour participer à sa propre formation, mais aussi à la formation des autres enseignants. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que c'est simplement son rôle. Ça paraît très compliqué, mais c'est juste d'incarner cette flèche. C'est-à-dire de faire retourner à l'école ce qui est arrivé de l'école. Un bilan scolaire, des difficultés, on ne sait pas faire, on n'y arrive pas, cet enfant ne sait pas faire ci, ne sait pas faire ça. De lui retourner sous la forme d'une synthèse, d'un compte rendu, de contacts, d'informations, de conseils, et pour aider l'école à prendre en charge cet enfant. Parce que quand même, c'est à la fois dans le Rhône, mais c'est d'une manière générale sur le territoire national, 80% des élèves atteints de TSA fréquentent l'école ordinaire. Donc il faut travailler évidemment au plus près avec l'enseignant ordinaire qui l'accueille. La première partie sur les centres de référence, c'est les centres de référence, mais il y a aussi en fait les professionnels qui sont dans l'IBT
libéraux et qui forment un réseau. Ce réseau, c'est le réseau 10-10. Et donc, ce sont des professionnels libéraux qui, eux aussi, peuvent vous aider. Donc, c'est Virginie Lortose qui va prendre la parole et qui fait partie de ce réseau-là, qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, je vais vous présenter très rapidement le réseau 10 sur 10 parce qu'il y a un stand vers les associations. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller les voir si ça vous intéresse pour avoir plus de renseignements. Donc, le réseau 10 sur 10 a été créé en 2008 par des professionnels libéraux qui ont bénévolement décidé de se regrouper pour essayer d'organiser donc ce réseau. Ils étaient intéressés par la problématique des apprentissages et de la communication et du coup se sont rendus compte que c'était parfois compliqué pour les familles. Donc ce réseau s'est créé afin de faciliter l'accès aux soins pour les enfants et leurs familles. Ce n'est pas les familles qui peuvent faire rentrer un enfant dans le réseau, c'est un professionnel de santé qui fait la demande au réseau pour que l'enfant l'intègre. Donc médecin, profession paramédicale qui suit l'enfant, orthophoniste, psychologue, psychologue, voilà. C'est obligatoirement un professionnel de santé qui fait rentrer l'enfant dans le réseau. Donc, pour faciliter l'accès aux soins, c'est offrir des soins de proximité, permettre un diagnostic rapide. On est tenu à faire un diagnostic dans le mois, en fait, quand on est vigilant et qu'un enfant rentre dans le réseau. Et ensuite, à ménager, donc mettre en place les prises en charge nécessaires de manière coordonnée, afin qu'il n'y ait pas trop de prise en charge pour un enfant à une période donnée, donc que ce soit coordonné par rapport aux priorités. Et les professionnels se rencontrent régulièrement tous les 6 mois pour suivre l'enfant. Donc c'est une autre institution qui existe donc dans le Rhône, en partenariat avec le centre de référence aussi, et qui ne fonctionne qu'avec des professionnels libéraux afin que ce soit au plus proche du domicile de l'enfant. Parce que les professionnels proposés aux familles sont des professionnels qui sont proches de leur domicile pour éviter les longs trajets vu le nombre de prises en charge souvent qu'il peut y avoir dans une semaine. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc, le stand si vous voulez en savoir plus. Donc c'est le réseau 10 sur 10 et qui dépend de l'association E=MC10. Alors pour ma part, donc, je suis psychomotricienne, donc majoritairement libérale. Un psychomotricien, c'est un auxiliaire médical on est devenu auxiliaires médicaux depuis février 1995, même si le diplôme existe depuis 1974, mais c'est quand même une profession assez récente. On intervient sur prescription médicale. Nos actes sont réglementés et protégés par un décret de champ de compétences, donc depuis 1988. Donc l'intervention du psychomotricien, elle est au carrefour entre la thérapie et la rééducation. On travaille vraiment dans la globalité. Quand on entend psychomotricité, ça allie psychisme et motricité, donc mouvement. Tout acte de rééducation en psychomotricité commence par un bilan approfondi, au cours duquel il y a un entretien avec la famille, avec l'enfant, donc toute la famille présente et l'enfant aussi, et puis après ça continue par un bilan, donc différentes parties sont observées, que ce soit au niveau de la motricité globale, au niveau du temps, de l'espace, de la latéralité du schéma corporel. Je vous le fais un peu plus rapide. Aussi au niveau du graphisme, donc de la graphomotricité. On évalue aussi d'une certaine manière, pas comme neuropsychologue, mais les capacités attentionnelles de l'enfant. Donc on observe si jamais il y a des difficultés pour éventuellement orienter la famille pour plus approfondir vers un neuropsychologue. Tout ce qui est les capacités relationnelles de l'enfant et sa gestion émotionnelle, la manière dont il gère donc, sa relation aux autres et sa propre gestion émotionnelle. Alors ensuite, si besoin, donc on intervient en séance de rééducation individuelle ou collective. Ça arrive que, pour ma part aussi, je travaille éventuellement en groupe, en psychothérapie avec une psychologue notamment. Le principe de la psychomotricité, c'est non seulement de soigner les troubles physiques, mais plus loin, de redonner la sensation d'être en harmonie avec son corps. Donc c'est vraiment une globalité. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Tout est relié. Donc, selon la psychomotricité, l'harmonie, ça permet de retrouver un équilibre mental et affectif. Donc il y a vraiment un travail en lien avec tout ça et que quand on rencontre des enfants de 10, justement, c'est un peu en vrac pour eux et c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi travailler pour les aider dans ce domaine-là. Donc on agit principalement sur le corps. Donc ça, une salle de psychomotricité, c'est un petit peu comme une petite salle de gym. On bouge beaucoup, on
on bouge beaucoup, on fait des choses aussi plus calmes, on travaille sur le corps et sur la relation. Je trouve que c'est aussi important de dire, c'est qu'on aide le patient à retrouver, parce que parfois, quand c'est un enfant, il n'a pas forcément trouvé, ou à retrouver un équilibre, à mieux prendre conscience de son corps, à réussir à mieux le maîtriser aussi, et à en faire un instrument capable de s'exprimer et de communiquer. Parfois, je prends l'image à l'enfant, voilà, d'être un peu, pas une magicienne, mais une jardinière, qu'ils ont pas mal de choses à l'intérieur d'eux, et c'est de les aider à faire émerger leurs compétences. C'est ce que je trouve aussi important, c'est que dans le bilan, c'est non seulement repérer les difficultés, mais c'est aussi beaucoup repérer les compétences que l'enfant a, parce qu'il se trouve souvent notifié de beaucoup de difficultés, mais c'est important de faire ressortir aussi tout ce qui va bien, pour qu'il puisse avoir envie aussi d'avancer dans ce qui ne va pas. Il y a un travail important d'accompagnement du patient, bien sûr, mais aussi de la famille. C'est important de travailler avec la famille aussi. Dans le vécu de la difficulté de l'enfant pour l'enfant, mais aussi pour la famille, dans la dédramatisation, parce que c'est quelque chose qui vient dans la déculpabilisation, revaloriser l'enfant aussi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et donc le réassurer, et comme ça, certains enfants, tu vois parfois des grands dyspraxiques, c'était dit, voilà, jamais je ferai de sport collectif, le basket, jouer au ballon prisonnier, c'est la terreur, c'est la panique dans la cour de récréation. Rejouer à deux à ça, c'est du coup finalement se rendre compte que si, il y a quand même une possibilité d'y arriver et quel grand plaisir. Et du coup voilà, pouvoir travailler ça en individuel, pas sous le regard des autres, c'est quelque chose d'important. Un travail important en tant que rééducateur, en tant que professionnel paramédicaux, c'est le lien entre les professionnels. Donc c'est important de ne pas travailler dans notre coin isolé. Donc le réseau permet ça, mais il n'y a pas que le réseau, parce qu'on n'a pas que des enfants qui sont dans le réseau. Donc c'est aussi être en contact avec les autres professionnels. C'est aussi être régulièrement en contact avec l'école. Donc non seulement participer aux équipes éducatives, mais essayer le plus possible de rencontrer les enseignants pour aussi les accompagner, les étayer, les rassurer. Et puis maintenant les mails, ça fonctionne pas mal aussi avec les enseignants. Le téléphone aussi quand on le peut pour du coup travailler ensemble et se donner des pistes communes. Et tout ça, c'est important pour l'enfant, quand il sent qu'il y a un partenariat commun entre tout le monde, du coup on avance tous dans le même sens et ça avance beaucoup plus vite. Il y a aussi deux points qui me paraissent importants quand on a préparé cet atelier. C'est tout ce qui est de la notion des fenêtres thérapeutiques. Souvent, ça arrivera qu'un professionnel vous proposera à un moment donné, dans le long parcours de votre enfant, pour vos parents ou en tant que professionnel, vous direz sinon, tiens, pourquoi il a arrêté la psychomotricité, pourquoi il a arrêté l'orthophonie. On propose des fenêtres thérapeutiques à des moments donnés parce que c'est important de s'arrêter, de laisser l'enfant intégrer tout ce qu'il a déjà travaillé depuis souvent de nombreuses années et pour lequel c'est difficile d'aller 2, 3, 4 fois par semaine, parfois même dans plein de prises en charge, qu'il a besoin de souffler et puis que ça nous paraît important qu'il arrive, et c'est aussi un peu comme ça qu'on travaille, alors parfois on espace et séance tous les 15 jours, puis après ça parlera et on s'arrête, ça fait travailler aussi la séparation, mais aussi se dire que tu es capable d'y arriver sans ton éducateur, sans la béquille, d'intégrer tout ce qu'il a pu travailler. Donc ces fenêtres thérapeutiques sont importantes. De même, changer de professionnel, ça peut aussi, parfois c'est culpabilisant pour les parents, ils se disent ça fait 2-3 ans, déjà on va peut-être pas dire à un psychomotricien ou notre orthophoniste que ça serait peut-être bien de changer, qu'il y a une routine qui s'est instaurée, que ça devient compliqué, qu'on sent qu'on n'avance pas aussi bien. Non, c'est important, vous êtes en droit de vous dire ce serait bien peut-être qu'on fasse une pause, changer, est-ce que vous auriez éventuellement une professionnelle ou un professionnel vers qui nous orienter. Parfois c'est nous aussi professionnels, on sent que ça pourrait être bien peut-être de passer la main, de changer, avoir un regard neuf. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans votre parcours. Donc on va revenir à l'ergothérapie, je vais parler plus du côté dyspraxie, des enfants dyspraxiques et de présence d'une dyspraxie développementale. Constituer l'ergothérapie qui est une profession paramédicale, on va axer notre angle d'approche sur tout ce qui est activité, c'est-à-dire que ergon vient du grec qui veut dire activité et thérapie de traitement, donc nous on va traiter une activité qui va dysfonctionner.
Au niveau des bilans, on va se calquer sur maintenant les recommandations du R4P que vous retrouvez sur Internet pour tester 3 domaines principaux des praxis, tout ce qui est praxis gestuelle, avec tout ce qui est imitation des gestes, la qualité gestuelle en situation de réalisation, c'est-à-dire par exemple couper la viande, etc. La précision des gestes. Et nous avons maintenant des tests qui sont validés, standardisés, qui nous permettent d'avoir un repérage de l'enfant par rapport à son groupe, et aussi de l'enfant par rapport à lui-même, c'est-à-dire pour son évolution. Donc on voit ici le test du lèvre doré, on demande à l'enfant de reproduire le même geste. Et puis on voit là le test du paddleboard, c'est une planchette, on demande à l'enfant d'empiler des tiges et différentes, il y a 4 items pour reconstruire des différents petits assemblages et il est chronométré. Après, nous allons aborder les praxis visio-spatiales avec les stratégies du regard, les capacités d'analyse visio-spatiale et les capacités de représentation spatiale mentale. Vous voyez ici le test de la précision visiomotrice de l'anepsie. On va demander à l'enfant de tracer un trait dans le schéma. Donc il a 2 épreuves à faire. Et après, nous, on va compter le nombre de tronçons sortis par rapport à la vitesse. Et ça va nous permettre d'évaluer la qualité de la coordination œil-main. Vous voyez ici le test des cloches, c'est un test de repérage d'exploration spatiale. L'enfant a la feuille qui est présentée en haut à gauche, c'est-à-dire que les cloches sont dispersées dans d'autres petites images. On demande à l'enfant de repérer, de barrer les cloches. Et nous, on a une feuille, on a uniquement les cloches et on va suivre le barrage qui nous permet de voir comment l'enfant analyse la feuille, comment il fait au niveau de la stratégie d'exploration. Pour les plus petits, on va avoir le test des ronds et des triangles. Vous voyez ici le test de Ray, qui est un test de représentation spatiale où l'enfant doit recopier la figure dans un premier temps et après la restituer de mémoire. Donc, en haut, vous avez le modèle et vous avez différents types de restitution ou de réalisation. Et nous, on va pouvoir coter le dessin en fonction des... Enfin, on a toute une grille de cotation, la hauteur des formes, des implications, des détails, du positionnement des détails, etc. Vous voyez ici le test de Ray pour les adultes ou les enfants, en général, il est coté à partir de 4 ans, mais on commence plutôt vers 6 ans. On n'attend jamais tout non plus du dessin, on ne fait pas du tout ça, mais c'est surtout, on analyse comment la figure est reproduite. Donc, vous voyez ici un enfant en train de reproduire, vous voyez une autre réalisation. Il est très étonnant, on a les résultats jamais le même. Et après, on va aborder un 3e domaine, c'est tout ce qui est praxis constructive, donc ça veut dire tout ce qui est planification de la tâche. Et on va demander à la fois des constructions en 2D et en 3D, sur consigne, c'est-à-dire à partir de la représentation de l'enfant sur, par exemple, un cube, avec l'image, donc l'enfant il a un schéma, et avec modèle réel, c'est-à-dire qu'on va construire devant lui. Vous voyez, ça peut être une construction avec une représentation de cube, le test de Bennington, où en fait, l'enfant doit reproduire exactement les mêmes positionnements d'assemblage. Donc, après avoir testé les 3 domaines de praxis, on va tester l'écriture. D'abord, l'auto-lisibilité. Certains enfants n'arrivent pas à se relire eux-mêmes. La lisibilité par l'enseignant ou les parents. La qualité de calligraphie, c'est-à-dire le dessin de la lettre. Et la vitesse d'écriture et la résistance. On va le faire ça en copie et en spontané. Donc, c'est le test des boucles déjà pour voir le dessin du geste calligraphique. Le test de bonhomme de Royer qui nous permet d'évaluer la maturité graphique. Le test du BHK qui est un test où l'enfant doit recopier, donc c'est un test de copie. Et là on voit un enfant qui avait une grosse graphie et son évolution suite à la rééducation. Voilà. Et on voit là c'est le même enfant, en haut c'est le test du BHK de copie et en bas c'est le test du Lespargos où on demande à l'enfant d'écrire le même mot pendant 3 minutes, donc on n'a plus du tout la prise d'information de copie, on a uniquement de la production d'automatisation. Donc tous ces tests vont aussi se croiser entre eux, vont être observés entre eux. Après, on fera les questions peut-être après. C'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre de mots minutes écrits. Le nombre de mots minutes. Les tests
de tracé géométrique, ça va être sur consigne, donc comment l'enfant se représente un triangle, un losange, un cube, en fonction de l'âge évidemment. Les copies de figures, donc l'enfant a un modèle. Les tracés topologiques, il va relier des points et les mesures. Vous voyez le dessin d'un cube, c'est un enfant qui fait la dyspraxie. En bas, vous avez le test du BNI où on a demandé à l'enfant de recopier les dessins qui existaient. Le test du drapeau, là aussi l'enfant a copié, c'est pour les plus petits. Là, c'est le test de Frostig où on a des relations spatiales où l'enfant doit relier des points. Tous les bilans maintenant, la plupart des bilans sont standardisés, donc on a un score de l'enfant qui est intéressant par rapport à son groupe, mais aussi par rapport à son évolution. Mais qui est la façon dont il a procédé, l'observation qualitative est très importante parce qu'on vient s'appuyer sur ces procédures pour après baser le plan de rééducation. L'autre bilan va être tout ce qui est activité habituelle selon son âge, notamment l'indépendance et l'autonomie. Est-ce il peut réaliser le geste et est-ce qu'il le fait de lui-même? Voilà, parce que ça peut avoir des conséquences sociales. Quand on a du mal, par exemple, à couper sa viande, on ne va peut-être pas manger à la cantine. Ou quand on s'habille mal pour aller faire un cours de gym, etc. On va tester toutes ces activités en réalité, comme découper, faire ses lacets. Voilà, on a mis au point un bilan qui mesure la fatigue. Donc là, c'est un rendu de bilan. Donc on voit comment l'enfant a procédé au cours du bilan. Et puis après, au niveau de la rééducation, sans détailler la technique, on va pouvoir proposer des séances de rééducation. Le plan de traitement va être basé sur le bilan. Et les séances peuvent se dérouler soit au cabinet, soit à l'école, souvent dans le cadre d'un PPS, ou à domicile. Voilà, je prendrai juste la parole. Comme on l'a dit, je pense que les fenêtres thérapeutiques sont vraiment intéressantes pour les enfants parce que la rééducation prend beaucoup de temps et beaucoup de temps en plus du temps scolaire et qu'elle peut être aussi l'occasion de développer d'autres activités extrascolaires qui peuvent mettre l'enfant en valeur. Et ça, c'est vraiment très important pour ces enfants-là, d'être valorisés dans d'autres domaines que le domaine scolaire. Et voilà, je pense aussi que effectivement, nous en tant que parents, nous sommes des guides que nous devons coordonner un peu tout ça aussi et d'être à plusieurs et faire partie d'une association est une aide parce qu'on a justement cette possibilité d'échanger, de voir entre chaque parent, on doit avoir un parcours particulier, pouvoir échanger sur ce parcours est très riche parce que voilà, c'est vraiment la mise en commun de parcours très particuliers de nos enfants et voilà, je vous incite à faire partie aussi des associations. Voilà. Quand on a justement un élève pour laquelle on soupçonne une dyspraxie sévère, qui n'a pas été encore vraiment formalisée, pour laquelle la famille a quand même encore des soucis pour intégrer le fait que son enfant quand même a quelque chose, est-ce que finalement le processus, ça serait de demander que le médecin de famille essaye que la famille se mette en réseau en relation avec le réseau 10-10, puisque les centres de référence, il y a une énorme attente, pour qu'on trouve l'ergothérapeute qui pourra justement poser un diagnostic. Comment on fait? Bon, bien sûr qu'on fait une équipe éducative, mais qu'est-ce qui est plus rapide? Alors, au niveau répétitif, je pense pas qu'en ce moment, au niveau des réseaux 10, il y a plus d'intégration d'enfants parce qu'il y a il y a 150 enfants. Ah, un micro peut-être, non? Pour l'instant, ils ne m'inscrivent plus parce qu'à partir jusqu'à janvier. C'est aussi la question du diagnostic dans ces pathologies. Est-ce qu'un ergothérapeute peut poser un diagnostic de dyspraxie? Non. On va contribuer. Est-ce qu'un médecin peut poser un diagnostic de dyspraxie? Non. Parce qu'il a besoin de l'ergothérapie. Voilà, on est bien d'accord. Il y a tout d'accord. Il faut prendre les choses par un bout, comme par les bouts. C'est pour ça que les médecins se forment, médecins généralistes, médecins pédiatres, pour travailler aussi en lien avec l'ergothérapie, les ergothérapeutes en libéral, hors réseau.
Il y a aussi une possibilité, je ne vois pas pourquoi cette pathologie ne pourrait être diagnostiquée que dans les centres de référence et dans les réseaux. Parce que MDPH... Non, mais ça c'est autre chose. MDPH, c'est pour les allocations de compensation. Non, madame, non, c'est éventuellement pour obtenir un AVS. Et là, ce qui est important, c'est qui pose le diagnostic. Mais attendez, vous n'avez pas besoin de la MDPH pour poser un diagnostic. Non, bien sûr que non. La MDPH, la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Attendez, je finis si vous me permettez. Le diagnostic, c'est l'affaire des soignants. La MDPH est là pour évaluer la situation de handicap qu'engendre le diagnostic. On est bien d'accord? C'est bien pour ça que je vous dis que le diagnostic pourrait très bien être posé en libéral avec un médecin, un ergothérapeute. Vous me répondez à MDPH. Non, mais je voulais vous dire que si on pense que cet enfant a besoin d'un AVS, par exemple, à l'école... Non, mais avant de penser à AVS, il faut d'abord poser le diagnostic. C'est mon élève, madame, excusez-moi, mais... Vous êtes enseignant? Oui. D'accord. Non, mais vous voyez, c'est bien mon souci, voyez-vous, donc je sais... Non, mais on va pas... Si vous voulez, le problème aussi, c'est qu'il se pose souvent des questions qui vont à l'inverse du sens logique du soin. Comment voulez-vous qu'on discute d'un AVS avant même que le diagnostic soit posé? Parce que moi, j'ai l'enfant qui est déjà Mais l'idée, c'est peut-être... Voilà. Sur le plan, il y a deux choses dans votre question. Il y a la partie médicale, diagnostic. Comment accompagner cette famille, finalement, pour avancer sur ce chemin? Alors, vous, en tant qu'enseignant, c'est clair, votre interlocuteur direct, c'est le médecin scolaire, qui les recevra, qui établira un dialogue de confiance avec eux, qui leur conseillera éventuellement, Pierre-Paul ou Jacques, pour aller faire des bilans et faire le diagnostic. Après, votre rôle, le deuxième rôle que vous avez, à mon sens, il est sur le plan pédagogique. C'est-à-dire, cet enfant souffre, je ne sais pas encore ce qu'il a, je préjuge, j'imagine que, mais en tout cas, il est en souffrance, donc il faut que j'aide à l'école. Et ça, effectivement, c'est directement vous qui l'avez tous les jours. Donc là, l'idée, c'est de lui proposer tout de suite et sans attendre tous les aménagements que vous pouvez mettre en œuvre pour lui éviter d'être en difficulté, en souffrance. Pour lui permettre justement de passer cette période difficile, on va dire, dans l'attente du diagnostic et éventuellement de l'AVS. Et c'est à ce moment-là que les choses viendront se relayer. Alors pour vous aider à faire ça, pour justifier, je dirais aussi votre action, que ce soit auprès des parents, comme auprès de vos supérieurs hiérarchiques, il y a un document qui est en ligne, que vous pouvez télécharger sur le site ASH en majuscule, si vous tombez sur la chaussure 69, et vous cherchez donc dans ressources pédagogiques, troubles spécifiques des apprentissages. Il y a un livret qui s'appelle Livret départemental, qui est validé par l'éducation nationale, par les médecins scolaires, par les familles participées, par les associations de parents et par les médecins qui vous donnent vraiment une grille. J'ai repéré ça, à qui je dois m'adresser, j'ai vu ça, mon enfant ne sait pas faire, c'est lacé, copier, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous avez une liste de propositions. Bien sûr, après, c'est vous qui les connaissez mieux au quotidien, pour l'aider. Mais c'est vrai que l'AVS, ça sera en dernier. Il y a plein d'enfants dyspraxiques diagnostiqués qui sont à l'école sans AVS. Il y en a qui en ont réellement besoin et qui n'en ont pas, et ça, il faut faire les choses. Il y en a qui en ont réellement pas besoin à un moment donné et pour des fonctions données. Peut-être que l'année d'après, ils en auront besoin. Mais c'est évolutif. Le pack dyspraxie, c'est AVS, c'est ordinateur, c'est un peu comme les antibiotiques. Pour moi, c'est pas automatique. Il faut voir. Non, mais bien sûr. C'est sûr, mais je ne viens pas mon samedi après-midi, tout passer l'après-midi ici, parce que j'ai une élève qui a une petite dyspraxie pour lequel elle a j'entendais bien. Donc c'est pour ça que moi, mon sentiment, c'est pour l'instant, il faut déjà effectivement que la famille prenne conscience de la grande difficulté de leur enfant, qui est en souffrance importante. Et moi, je peux vous assurer que ce n'est pas le petit aménagement que je vais faire avec tout ce qu'on vient d'entendre dans notre groupe qui va faire qu'elle va s'en sortir pour l'instant. Je ne dis pas que le petit ou moyen aménagement à la façon sorte, le petit ou grand moyen aménagement, ce que vous pouvez faire vous, ça va l'empêcher de s'enfoncer, ça va lui permettre de continuer ses apprentissages scolaires au mieux en attendant le relais et l'aide d'autres professionnels. Ce n'est pas destiné à durer un temps infini. C'est destiné justement à prendre le relais, parce que pour l'instant vous avez que ce levier-là.
Le temps que la famille avance, le temps que la famille trouve des partenaires, le temps que la famille avance avec un médecin scolaire, avec peut-être le psychologue, du RASED, voilà, je ne sais. Mais vous, pour l'instant, vous avez un levier possible, là, rapidement, c'est celui-là. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais vous n'en avez pas d'autres, je dirais. Pour l'instant. De toute façon, tant que le diagnostic n'est pas posé, le problème aussi, c'est que vous êtes dans une urgence scolaire et en même temps, ça tarde de l'autre côté qu'on posait le diagnostic. Donc, du coup, vous êtes retenu par ça. Vous ne pouvez rien faire. Donc, il me semble que... Moi, je ne sais rien faire. Enfin, je peux faire des petits aménagements. C'est surtout la petite qui ne peut rien faire. Ça peut le faire. Après, c'est la confiance à oui, mais c'est difficile, hein, je comprends bien. Mais ça, vraiment, ça m'est arrivé, je comprends bien. C'est pas simple. On est à la quatrième, quand même là. Après, je pense que c'est le lien des enseignants avec les corps médicaux et avec les parents qui fait que, bon, à force, je pense qu'on arrive à faire évoluer les parents et à faire accepter le handicap et du coup avancer. Je sais que ce chemin-là, pour nous, a été long. Parce que moi, au départ, pour moi, c'était pas un handicap. J'ai compris très tardivement que c'était effectivement un handicap, que voilà, j'ai eu du temps pour l'accepter. C'était pas quelque chose. Moi, je me suis dit, la rééducation, voilà, c'est fini, et puis on y va, quoi, ça marche. Je voulais juste rajouter que la question que vous posiez, c'est c'était les lieux de diagnostic. Oui, parce que vous avez l'air de dire que cette famille n'a pas l'air d'avoir bien saisi le problème de leur enfant. Il faut bien qu'ils aient affaire à un professionnel avec lequel ils ont une espèce de confiance. Qui est le professionnel? C'est leur médecin traitant. Oui, c'est bien. Or, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, le diagnostic de ces pathologies, il ne faut pas oublier qu'il y a le médecin traitant. Il faut former ces gens, ils sont en train de se former. Il n'y a pas que le centre de référence et les réseaux. Il y a le médecin traitant qui doit informer. Si le médecin traitant dit à la famille « Oh ben, il est maladroit, c'est pas grave, dans 10 ans on n'en parlera plus », ben non, il faut que les médecins traitants comprennent que la maladresse d'un enfant, ça peut être grave. Ça peut être source de toute une série d'ennuis sur le plan scolaire, etc. Et ça, ils sont en train de le comprendre. Et ils se forment. Qui c'est qui les forme? C'est les familles qui reviennent en leur disant « Dites, vous n'avez pas entendu parler de dyspraxie, docteur ?» Bien sûr. Voilà. Hein? Parce que sinon, pardon, on va courir après cette attente des réseaux, des centres de référence. Mais c'est ce qui se passe effectivement pour pas mal de familles. C'est pour ça qu'il faut mettre les médecins traitants dans le circuit. Je suis médecin généraliste aussi et c'est vrai que je m'aperçois quand même que moi j'ai été formée par mes enfants parce que j'ai 2 enfants dyslexiques, mais donc du coup je me suis intéressée à ça et je m'aperçois qu'effectivement que beaucoup de mes confrères se forment peut-être mais ils ne sont pas encore formés. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pas des choses qu'on connaît vraiment et du coup c'est vrai que je vois moi par exemple actuellement il y a beaucoup de certificats et je m'aperçois que je suis certificat de cours de sport, hein, donc ça n'a aucun rapport, mais chaque fois je tombe sur la famille qui me dit ah non, il ne faut pas d'activité extrascolaire parce qu'il y a de l'orthophonie. Hop, du coup je tends la perche et du coup ça marche. Parce qu'ils disent oui, bah oui, il est dyslexique, alors du coup je vais plus loin et ça me permet vraiment de rentrer en matière. Mais sinon, qu'est-ce que. Enfin, c'est extrêmement rare d'arriver, ou alors j'ai vu une maman qui me dit oh là là, mais regardez comme il se rhabille, c'est un vrai clown. Bon, du coup, hop, je tends la perche, mais c'est vrai que ça va aller de mieux en mieux, ça c'est sûr, mais on n'est pas tellement bien formé, on ne connaît pas vraiment le fonctionnement de comment faire. Un médecin ne sait pas quoi faire d'une plainte d'une maman qui dit mon enfant est maladroit. Il ne sait pas quoi faire. Donc soit il va banaliser, soit il va dire bah, oh, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, bah non, mais le mien aussi, il va dire tout à l'heure, vous avez dit, je vais en dire ici, concernant nous n'avons pas je disais tout à l'heure, vous avez parlé aussi des suivis qui existaient en CMP. Et CMPP. Au CMPP, oui. Et on se retrouve aussi quelquefois avec une orientation qui a pris le CMPP, qui est plus de l'ordre psycho-affectif, et qui masque en fait quelque chose qui est quand même sévère et qui fait que le parent il a fait confiance déjà dans un certain domaine, et ça suit son cours, et alors que maintenant on essaye de l'orienter dans un autre domaine. Et ça, c'est pas simple non plus. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des services qui ouvrent tout de suite le diagnostic. On n'enferme pas l'enfant dans un axe, hein, parce que c'est souvent compliqué quand on n'a
comprend pas quand on n'a pas connu. C'est très concrètement pour vous aider là-dessus. Oui, je vais y arriver. Moi, je vous engagerai à avoir un médecin scolaire en ergothérapie qui vous conseille un bilan en ergothérapie. C'est le premier coup pour faire avancer les choses, on va dire, parce qu'on suspicion de ce point-ci. Et qu'elle prenne lien justement avec un médecin vraiment, pédiatre, généraliste, pour faire avancer les choses sur ce plan-là. Et quand le généraliste voit à la fin avec un bilan de ergothérapie, il comprend aussi plus de choses qui sont... Oui, bien sûr. Donc voilà, j'aime bien ce que disait, c'est bien quand même qu'on démarre peut-être par les Voilà, ça va pas être le diagnostic, mais ça va être un éclairage. Et même, et pendant le bilan de l'ergothérapie, ça permet aussi d'expliquer un peu aux parents ce qui se passe. Donc c'est aussi les parents qui sont très Non, mais moi c'est juste pour dire que je me demande des fois s'il y a des maîtresses qui sont vraiment formées. Pas vous, hein, je parle pas pour vous. Parce que nous, on a eu un problème l'année dernière avec notre enfant. On a eu une maîtresse qui était très braquée, très... Voilà. Et d'un côté, on nous dit que les parents, des fois, acceptent pas toujours la maladie de leur enfant. Vous voyez? Des fois, vous dites les parents. Mais c'est vrai. Non, vous avez raison. Nous on a eu un problème l'année dernière. On savait que ça se passe bien parce qu'on a une maîtresse qui est super, qui a aménagé le temps pour notre enfant qui est sexy. Donc tout va bien. Mais je me demande si des fois les maîtresses sont formées pour ça. Voilà. Parce que nous, on a eu un gros problème l'année dernière. Notre enfant a perdu une année. Bon, cette année, ça passe pas bien. Voilà le problème. Elles ne sont pas formées, mais elles doivent tenir compte du handicap. Donc voilà. Premièrement, elles ne tiennent pas compte de l'handicap de l'enfant et elles ne sont pas formées. Non, attendez, mais bon, j'arrive là parce que ça avec les enseignants, on ne peut pas laisser dire, à mon sens, je vais m'expliquer, qu'ils ne sont pas formés. Que vous tombiez sur des enseignants pas formés, peu formés, parfois sur la défensive, c'est vrai, ça arrive. Je ne vous le cacherai pas comme toute profession. Je ne vais pas vous raconter un langage qui ne serait pas celui de la vérité. Que les enseignants n'aient pas été formés dans leur cursus initial, ça c'est vrai. Maintenant, depuis 2006-2005, il y a des formations, notamment, il y a eu une formation par exemple pour le Rhône qui a touché toutes les circonscriptions linéaires. Les circonscriptions, c'est l'endroit ça regroupe en fait un ensemble d'écoles avec un inspecteur qui est le responsable et 2 conseillers pédagogiques. On a mis 3 ans pendant tous les mercredis à former les enseignants. Alors c'est vrai que certaines étaient imposées, d'autres étaient volontaires. Les enseignants ne choisissaient pas. Ça aussi c'est possible. Cette année, on continue. Il y a des modules d'initiative nationale pour les enseignants de la maternelle au lycée. Il y a des formations particulières qui sont mises en place sur le second degré. Alors qu'on n'ait pas fait le tour de tout le monde, que ce ne soit pas assez encore peut-être facilement accessible aux enseignants, qui ne le connaissent pas tous. J'entends bien, mais on ne peut pas dire qu'ils sont pas formés. Il y a un effort de formation dans le Rhône sur cette problématique-là qui est extrêmement important depuis 2007. Il faudrait. Si on parle de diagnostic, moi j'ai le problème d'apprendre. En fait, c'est que j'ai un diagnostic qui est posé. C'est formidable, on a un argot d'ergothérapie, du numéro pédiatrique, mais ensuite, c'est l'accompagnement et les soins. L'ergothérapie va prescrire de l'ergothérapie, la psychomotricienne va prescrire de la psychomotricité. Et c'est sans fin. J'ai pas un maître d'œuvre qui organise tout ça. Mon enfant est noyé. Hein. C'est super le parcours de soins, l'accompagnement. Mais il y a un moment où je me demande, ils parlent pas. Ils parlent pas. Ils se connaissent pas d'ailleurs. C'est nous qui faisons faire le lien. Ouais. Je pense que c'est aussi notre rôle de parents, c'est essayer. Alors, il y en a qui peuvent, mais c'est faire le lien parce que bon, il y a des professionnels qui spontanément, comme on peut voir, qui le font et qui sont des professionnels qui aiment être en lien et qui sont contacts. Voilà. Vous pouvez l'exiger, mais vous pouvez leur demander aussi. Il ne faut pas attendre que. Je crois qu'on peut demander. Enfin, faut pas hésiter à demander. Oui, je pense qu'on a quand même, nous, en tant que parents, un rôle, il y a les thérapeutes, mais on a aussi un rôle
de coordination entre guillemets. Donc, je pense que c'est d'où l'intérêt de venir à ces journées-là où on a un peu plus de recul sur ce que sont les troubles et puis la rééducation, comment ça se passe, etc. Et après, c'est un peu... c'est à nous d'accompagner nos enfants. Évidemment, c'est les thérapeutes qui vont nous aider, c'est l'éducation nationale, etc. Mais c'est quand même notre rôle de parents. Et je pense que demander ce lien, c'est tout à fait normal. Et que si ça ne se fait pas, incitez-le. Bon, après, s'ils sont réfractaires, peut-être changer de thérapeute pour qu'ils aient le lien. Mais je pense que ça, c'est de notre ordre. C'est notre accompagnement. Parce que si du coup, il y a deux choses qui se passent de manière complètement discordante, qui ça ne peut pas fonctionner. Donc s'ils ne sentent pas le lien, vous les noyez, vous êtes noyés, et du coup, vous vous sentez noyé, donc ils le sentent aussi. Il a besoin d'être porté aussi par vous, et par la confiance qu'on peut avoir dans le processus thérapeutique. Il n'y a pas que le nom du thérapeute. On peut avoir 4 thérapeutes qui ont dans le même sens. C'est plus facile pour un enfant que 2 thérapeutes qui n'ont pas dans le même sens. Exactement. Voilà. Je crois que c'est ça qui me porte en fait. C'est ça qui va arriver à l'aider en fait. Et puis c'est votre confiance aussi dans les thérapeutes. Hein. C'est très important, je crois. Vous pouvez solliciter une équipe éducative de scolarisation où les gens se rencontrent. Vous pouvez aussi solliciter des réunions. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent s'organiser. Je sais que j'ai vécu la primaire de mes enfants. D'ailleurs, c'est ce qui a peut-être retardé le fait que j'accepte que ça soit un handicap. Mais j'ai eu, au départ, j'ai eu la chance d'être dans une petite école où l'orthophoniste venait une fois par trimestre avec les enseignants, avec nous, avec l'enfant. Et donc, pendant, on a fait du CE2 jusqu'au CM2. Comme ça, c'était un véritable accompagnement formidable. Bon, qui sépare... quelque chose de plus dur au collège, ça n'a pas été compliqué. Je crois qu'on est passé de phase en phase. Où il y avait une phase où il y avait effectivement une équipe pluridisciplinaire où vraiment l'enfant était en pleine confiance et ça l'a énormément aidé. On s'est retrouvé au collège où il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus cette cohésion, où on s'est retrouvé face à un mur où finalement la dyslexie, c'était les parents qui étaient derrière et qui demandaient des faveurs. Voilà, on a eu cette image-là aussi. Au lycée, ça s'est retrouvé justement dans une acceptation de handicap. Et cette fois, c'est l'enfant seul devant un ado, il ne faut pas que ses parents soient derrière. Et du coup, l'acceptation, c'est elle qui est allée demander, par exemple, au moment où ça devait être des brevets blancs, après, mais bon, au moment des pseudo-bacs blancs, on a choisi d'avoir une salle particulière parce que ça demandait un tiers-temps, ça demandait quelque chose. Et c'est ces 5 enfants dyslexiques qui sont allés demander. Donc je pense qu'après, c'est vraiment la démarche de nous, parents, mais c'est la démarche personnelle des enfants. C'est tout, je pense que l'important, c'est la confiance et c'est l'acceptation du fait qu'effectivement c'est un handicap, mais qu'on peut vivre normalement, et que si on accepte ça, et on soulève des montagnes, quoi, et les choses changent. Voilà, je pense qu'on a notre rôle à jouer et je pense qu'il faut considérer ce handicap comme une richesse, en quelque sorte. C'est un peu dur de dire ça, mais je pense que c'est vrai. Parce que c'est des enfants qui auront un parcours avec leurs désirs et avec ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et pas dans une espèce de compétition ou de normes. Est-ce que votre enfant est passé par un handicap ou pas? Oui. Alors, est-ce qu'il est une reconnaissance d'une situation de handicap? Oui, il a le droit à une AVS. Donc dans ces cas-là, vous avez un interlocuteur qui est l'enseignant référent, qui lui doit organiser une fois par an une réunion à l'école et inviter tous les vérificateurs de votre enfant, vous-même bien sûr, à participer à cette réunion. C'est aussi un des leviers que vous avez pour les faire se parler ensemble. La situation, c'est qu'on a préféré aller dans une école adaptée. Excusez-moi, mais même dans une école adaptée, après je sais pas, à moins que vous évoquiez une école complètement hors contrat, mais normalement les enseignants réformants sont une école là. Ah, vous êtes dans une école là. Vous avez une AVS dans une école là. Organiser la réunion quand même. J'ai posé une question sur l'aspect psychologique de ces enfants qui leur grande fragilité en fait. Donc ils ont déjà pas mal d'éducation. À un moment donné, il faut faire encore appel à un autre professionnel
Et nous, en tant que parents, qui sont privilégiés? Parce que justement, cumuler, vous dites que c'est pas bien, effectivement, mais à un moment donné, c'est encore un troisième professionnel qui doit rentrer dans cet entourage. Et en fait, il y a que on ne sait plus en fait quel est le professionnel qui doit intervenir en premier. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans leur parcours, de toute façon, ils ont une telle souffrance qu'ils vont passer par l'aspect. Moi, on nous a conseillé de voir un psychiatre, quand même. C'était difficile, hein, malgré déjà cette éducation qui dure depuis X années. En plus, rajouter ça, et on ne sait pas trop si vous voulez. Alors à un moment donné, moi, il faut des grands notre fils, donc ça aussi son accord, autrement ça ne fonctionne pas. Mais à un moment donné, pour lui, c'était trop. Est-ce qu'on fait bien? Il dit non, stop, je ne veux pas y aller, on n'y va pas. Ou est-ce que on est mal et on ne sait plus quoi faire à un moment donné? Je pense que ça rejoint un peu la question c'est-à-dire qu'à un moment donné, à laquelle vous avez répondu, c'est-à-dire que c'est vrai que les parents portent l'organisation du soin, la gestion des professionnels, la priorisation des séances, c'est-à-dire que c'est à eux, parents aussi, de décider quand le planning de l'enfant, si je puis dire, dépasse ses capacités Et c'est vrai que c'est un travail difficile, lourd, préoccupant, vous aimeriez bien être guidé par rapport à ça. Comment faire pour s'y retrouver dans toutes les séances qu'on vous propose? Alors, je crois que souvent, quand même, les professionnels qui vous ont répondu ont souci. Je pense, par exemple, à ce que nous répondons aux parents en termes de protocole thérapeutique. On ne dit pas, vous allez faire orthophonie, psychologie, ergothérapie, orthopsie. Non, on essaie de s'imaginer quel est le planning d'un enfant qui va à l'école et on va proposer quelque chose de raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment tout ce travail aussi du partenariat des familles avec les professionnels. Il ne faut pas vous empêcher de demander l'avis des gens qui suivent l'enfant. J'ai déjà vu de notre fils parce qu'en fait, si vous voulez, on doit décider, il est quand même là le acteur, donc c'était trop. Pour lui, c'était trop. Il a des journées qui sont les réflexions, l'école, s'il doit faire une activité extrascolaire, c'est compliqué. Donc à un moment donné, c'est que le public a décidé, on va arrêter ça. C'est pas définitif, de toute façon, c'est une terme qui fait du fenêtre thérapeutique. Mais en fait, c'est aspect-ci que nous, on ne peut pas non plus, en tant que parents, on les épaules, on les dit, on les soutient, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si l'enfant est en souffrance, nous, on peut rien, au niveau psychologique. Alors après, toutes les autres professionnels qui vous appellent, c'est de dire, voilà, ensemble, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut ralentir les séances, espacer, du coup, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est démarrer sur quelque chose, mais ça fait tout raison. Voilà, là, il se passe bien, mais là, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'êtes pas bien psychologiquement, si vous n'êtes pas disposé, ça ne va pas le fonctionner. On va mieux arrêter l'éducation, ça c'est vous régler, voilà, pendant un temps, peut-être de la faire dans le vide, mais des fois pas loin, quand on fait un peu dans le vide, il est épuisé, peut-être sur autre chose. Parce que sinon, c'est lui qui va décider, et parfois, c'est pas des lieux vachement plus dans peut-être que c'est pas le bon choix. C'est bien aussi qu'il s'exprime, mais peut-être aussi qu'il faut voir ça avec les professionnels. Parce que justement, il a peut-être besoin d'orthophonie, parce qu'en fait, il dit ça parce qu'il a besoin d'être soulagé par ailleurs. Et puis parfois, ça arrive que les enfants préfèrent arrêter là où on travaille les choses les plus compliquées. Et du coup, c'est pas aller dans son dire, j'entends, je comprends, mais justement, voilà, on va essayer peut-être de diminuer un peu, et là, voilà, on va t'accompagner pour que. C'est compliqué, c'est important d'entendre, bien sûr, on leur a dit vraiment, mais c'est important de leur dire, là on sent que c'est compliqué, et entendre leur avis, je trouve que c'est bien, même à l'université, c'est beaucoup aussi, pas que dans le domaine, c'est quelque chose, un enfant qui a une réflexion, on ne demande pas si on va faire. On a un enfant qui, moi c'est pour l'enfant, mais là je veux dire c'est que c'est important parce que il y a un enfant qui refuse d'aller chez un psychologue. Il ne pourra pas travailler. L'enfant là, il a refusé, je ne vais pas l'obliger à aller chez un
Notamment quand ça à un moment donné, les professionnels sont aussi là avec des gens qui sont venus avec ça, et c'est pas facile d'aller ensemble. Et ils ont l'habitude aussi de faire avec des gens qui viennent avec des difficultés, qui se prennent et des capacités, et d'instaurer une relation pour aider la personne qui en veut, pour qui c'est pas forcément facile de l'expliquer. C'est important aussi de déculpabiliser la notion de psy. La notion de psy, bah voilà, il y a et cette démarche-là, elle est importante aussi pour, et même dans la tête des parents, je crois, là, c'est aussi, voilà, on peut tous être bien dans une discussion, lorsqu'on a des tierces personnes pour détecter des choses, après ça va mieux, et pas me dire, bah voilà, tu vas pas d'entendre de la folie, c'est pas parce qu'on va dans un psychiatre, et que ça reste secret, parce que parfois ils ont peur aussi d'un certain âge,